Messieurs les conseillers fédéraux, mesdames et messieurs, rebonjour. Bienvenue à cette deuxième conférence de presse. Nous allons traiter du message concernant la coopération internationale 2013 à 2016. Aux côtés de messieurs les conseillers fédéraux, j'ai le plaisir d'accueillir monsieur Martin Deinden, ambassadeur, direction du développement et de la coopération, ainsi que madame Béatrice Mazar-Malor, également ambassadeur, chef du Centre de prestations, coopération et développement économique du SECO. Je vous signale tout simplement que monsieur le conseiller fédéral Burkhalter s'exprimera en premier, ensuite monsieur le conseiller fédéral Schneiderman s'exprimera également et nous prendrons vos questions comme d'habitude dans la ronde des questions. Je passe immédiatement la parole à monsieur le conseiller fédéral. Merci, bonjour à tous. Nous avons placé ce matin ce message coopération internationale pour les 4 prochaines années 2013-2016 sous le signe de l'intégration et du partenariat. Tout d'abord, il y a une première intégration qui est très claire, c'est qu'il n'y a qu'un seul message, c'est la première fois qu'il y a l'ensemble des crédits cadres, mais dans un seul message qui intègre donc l'ensemble de l'aide humanitaire, de la coopération au développement, de la coopération économique et puis également de la coopération avec les pays de l'Est. Un seul message et puis aussi, on peut dire, un seul objectif principal ou une seule mission principale qui est la réduction de la pauvreté et de la détresse, en même temps que la réduction des risques globaux. Évidemment, tout cela de manière aussi durable que possible, et puis en tenant compte essentiellement qu'il faut toujours faire en sorte d'aider les pays qui s'aident eux-mêmes, qui essayent eux-mêmes de s'en sortir et de s'améliorer, d'améliorer la situation. Du point de vue des chiffres, intégration là aussi, tout d'abord avec le montant total, 11,35 milliards de francs. Je dirais surtout que ça représente, et je pense que c'est une façon assez claire de se rendre compte de ce que cela représente pour les 4 prochaines années comme intention politique, c'est 1 franc par jour et par personne de la population suisse pour cette coopération internationale. Si on compare avec d'autres tâches fondamentales de l'État, chaque jour, c'est 13 francs par jour et par personne de la population suisse pour l'AVS. Et c'est 20 francs par jour et par personne pour l'ensemble des coûts de la santé. Donc, le message dont on parle aujourd'hui, c'est ce franc par jour et par personne pour la coopération internationale. Quelques chiffres encore. Tout d'abord, peut-être on peut passer quasiment directement au suivant pour dire, au slide suivant, pour dire que sur 10 francs, il y en a un, à peu près, toujours bien sûr, un qui est consacré à l'aide aux pays de l'Est, 1 qui est consacré à la coopération économique, 2 pour l'aide humanitaire et 6 pour la coopération au développement, donc en gros 60% pour la coopération au développement. Et dans cette partie coopération au développement, on a 60% pour l'aide bilatérale et 40% pour l'aide multilatérale. Toujours quelques chiffres, après j'arrête, promis, ou presque, pour les chiffres en tout cas. La répartition par zone, de manière aussi là très simple, en gros, on peut dire que la moitié de l'aide va à l'Afrique, si on prend ensemble l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. En gros, la moitié, c'est l'Afrique. À peu près un tiers, un peu plus d'un tiers, c'est pour l'Asie et à peu près un septième pour l'Amérique latine. Les raisons de cet engagement maintenant, on peut dire tout d'abord que la Constitution fédérale le demande. Notre Constitution, le texte fondamental, dit clairement que la politique étrangère doit être orientée vers les intérêts du pays. Les intérêts du pays, c'est avant tout la prospérité, l'indépendance et la sécurité.
Elle dit aussi, la Constitution, toujours textuellement, que nous devons promouvoir les valeurs, et ces valeurs sont essentiellement dans la réduction précisément de la détresse et de la pauvreté dans le monde, mais aussi la promotion de la démocratie, de la paix, d'un monde où les ressources naturelles sont préservées, évidemment aussi où l'on respecte les droits de l'homme. Et ça, ce sont les valeurs qui sont fondamentalement les buts, on peut le dire même, ou les buts à atteindre, autant que possible, par la politique étrangère. Et cela s'est fixé dans notre Constitution qui nous le demande donc clairement. Et non seulement la Constitution le demande, mais le Parlement le demande, puisque le Parlement avait souhaité, en tout cas au niveau des chiffres, pour en revenir quand même encore un moment à des chiffres, que l'aide au développement, de manière générale, atteigne 0,5% du revenu national brut. Avec ce message, on atteint ces 0,5% comme prévu en 2015. Donc, en ce qui concerne les crédits de paiement, les crédits budgétaires, ils sont un peu différents des crédits cadres. Il y a des projets qui ne se font pas ou qui se font sur une plus longue durée, mais l'objectif fixé par le Parlement est clairement atteint en 2015, donc 0,5% du revenu national brut. À titre indicatif, en 2010, pour la zone OCDE, c'était en moyenne 0,49%, donc on peut dire que la Suisse va se placer avec cela à peu près au milieu du peloton. Donc la Constitution le veut, le Parlement le veut également, puis on peut encore ajouter à cela que l'état du monde le demande également. Si on regarde l'évolution dans les dernières années, dans les 15-20 dernières années, on remarque des éléments positifs, des événements très positifs, des évolutions très positives, en particulier la mortalité infantile a été réduite environ un quart entre 1990 et 2005, mais en même temps, ou plutôt dans ces dernières années, on a quand même une pauvreté qui reste très forte, puisque, pour prendre de nouveau qu'un seul élément, il y a dans ce monde à peu près 2 milliards de personnes, donc on peut dire 3 personnes sur 10, qui ont chaque jour moins de $2 pour vivre. Donc ça, c'est la situation du monde, qu'on peut dire en quelque sorte en résumé que la Constitution suisse demande cet engagement, le Parlement le demande et l'État du monde le demande aussi. Il y a là une claire mission de solidarité, de responsabilité de notre pays. Peut-être je passe maintenant rapidement aux quelques éléments, je dirais presque nouveaux, en tout, entre guillemets nouveaux. On peut dire plutôt des priorités renforcées. Il ne faut pas que je fasse comme ça, parce qu'après, ils font tout un tas de photographies. Donc, restez tranquille. Bon. Ça me déconcentre, le truc. Mais bon. Alors, toujours est-il que je disais donc que nous avions des nouvelles priorités, entre guillemets, je ne ferai pas de signe, qui sont en tout cas des priorités renforcées, et qui sont toutes assez liées entre elles, et qui font tout un lien aussi avec cet objectif d'intégration et de partenariat. Alors, tout d'abord, ce que nous aimerions clairement dire, c'est que nous voulons mettre l'accent sur le contexte fragile. Ça, c'est tous les pays dans lesquels il y a eu des tensions, des conflits et qui ont une situation en général avec leur État, leur structure étatique particulièrement fragile, particulièrement faible. Donc là, dans ce domaine, nous estimons que nous devons mettre un accent particulier, tout spécialement parce que c'est une des forces de la Suisse que d'intervenir par des actions de médiation, des actions de renforcement des structures de l'administration, des actions de renforcement des bases même de la vie d'une région qui a été fortement fragilisée. C'est sur cette base de renforcement qu'on peut après imaginer un réel développement du pays. Et dans le monde actuel multipolaire ou toujours plus multipolaire, nous estimons que cet aspect-là va prendre toujours plus de poids et que, comme c'est une force de la Suisse, il faut d'autant plus y accorder une priorité dans les prochaines années. C'est ce qui est fait, en particulier dans l'aide au développement, la coopération technique. Et en ce qui concerne les autres priorités qui sont liées d'ailleurs, il y a le renforcement de la coordination entre les différents acteurs. Nous aimerions une action plus intégrée. En gros, là aussi, de nouveau, sans entrer dans les détails, c'est tout ce qui concerne vraiment l'aide au développement avec tout ce qui concerne, je dirais, de manière générale, la sécurité humaine. Donc, nous souhaiterions vraiment arriver dans des régions où nous sommes actifs dans tous ces domaines, à avoir une coordination optimale
des différentes aides, de manière à faire en sorte qu'au fond, 1 plus 1 égale parfois plus que 2, qu'on ait plus d'effets avec la mise en synergie des différentes aides qui sont prévues dans un pays. Et on peut le dire, des régions comme la région des Grands Lacs en Afrique ou le Caucase, les Balkans, d'autres encore, sont des régions dans lesquelles véritablement on a toute une série d'instruments qu'on peut davantage mettre en lien avec un objectif réel et une volonté commune d'amélioration. Donc ça, c'est un des éléments importants des priorités actuelles. Si on prend des exemples qui marchent déjà bien, donc parce que ça se fait déjà, mais nous aimerions vraiment le renforcer, on peut citer en particulier le Népal, les Balkans et le Caucase. Dans le Caucase, vous savez que la Suisse est engagée fortement avec la médiation entre la Géorgie et la Russie. Et cela, ça s'est basé, au fond, le fait de pouvoir faire cette médiation, c'était aussi lié quand même sur le fait que la Suisse était présente sur place de longue date, avec l'engagement en faveur des populations internes déplacées pour la reconstruction ou pour l'engagement dans la création d'emplois. Donc cette synergie à la longue est rendue possible aussi par la confiance ou la force ou la stabilité de l'aide suisse, qui est appréciée aussi par le côté impartial et neutre de notre pays. Ensuite, on peut peut-être un mot encore sur cette intégration. Donc non seulement l'intégration des différentes actions du pays est importante, mais l'on peut imaginer aussi d'intégrer d'autres actions ou d'autres moyens qui viennent d'autres pays dans le cadre. Donc des partenariats, non seulement entre nos différentes aides, mais avec des aides comparables de pays partenaires, devraient être aussi encouragés à l'avenir. Troisième élément relativement nouveau, c'est l'action. L'action en elle-même n'est pas nouveau, mais le renforcement clair pour l'action contre les risques globaux, dans les défis globaux. Donc il s'agit essentiellement là du climat, de l'alimentation, de la santé, de la migration et également de l'eau, bien évidemment. Les programmes se déclinent en fait. Il y a aussi les défis économiques et financiers, mais ça, M. Schneiderman en parlera lui-même. Pour les défis, les 5 défis que j'ai donnés tout à l'heure, c'est essentiellement ceux de la coopération technique au développement en particulier. En ce qui concerne ces différents programmes touchant aux défis globaux, ils se déclinent partout, dans toutes les actions, qu'elles soient bilatérales ou multilatérales notamment. Et pour donner peut-être un seul exemple actuel qui est quelque chose qui montre à quel point on peut faire des progrès dans ces risques globaux, on peut donner l'exemple de la lutte contre le paludisme avec la relativement simple distribution de moustiquaires imprégnés qui a fait baisser la mortalité infantile de moitié depuis 1999. Puis le quatrième élément relativement nouveau, c'est la volonté de collaborer encore plus avec le secteur privé. Si l'on veut réellement atteindre la mission principale de baisse de la pauvreté et de réduction des risques globaux, on ne peut tout simplement pas y arriver sans que le secteur privé s'y engage aussi avec la même force. C'est pourquoi nous souhaitons donner une intensification assez forte aux projets qui impliquent le secteur privé. Il y a des projets d'ailleurs qui impliquent le secteur privé après avoir été des projets d'ordre public. Un exemple très concret, c'est la microfinance, donc l'aide aux toutes petites entreprises qui pourraient se développer s'il y avait précisément un petit peu d'aide financière au départ. La microfinance était quelque chose qui a été fait longuement d'ailleurs par la DDC elle-même, donc par le secteur public, et maintenant on voit arriver un intérêt grandissant du secteur privé dans ce domaine de la microfinance. Un autre exemple qui touche la santé, c'est le projet qui s'appelle SMS for Life, qui est en partenariat avec une grande entreprise en Tanzanie et qui a permis d'améliorer beaucoup la situation de la malaria, sur le front de la malaria par le traitement et la communication en fait, des problèmes par SMS dans le pays. Un projet qui marche d'ailleurs si bien qu'il va être développé maintenant au Ghana et au Kenya. Voilà, j'aimerais encore dire 2 mots sur les 2 premiers crédits cadres. Le crédit, donc il ne s'agit pas de les prendre maintenant sectoriellement alors qu'on veut tout intégrer, mais quand même juste donner les spécificités de chacun. Donc le crédit cadre pour l'aide humanitaire et le corpus d'aide humanitaire, c'est donc 2 milliards de francs pour les 4 ans, donc ça fait, comme je le disais, 2 francs sur 10 à peu près, un peu moins. Et les objectifs sont clairs, c'est l'aide d'urgence. Là aussi, concrètement, c'est quoi? Vous le savez. Par exemple, un tremblement de terre comme Haïti, ça a permis d'intervenir relativement vite pour assurer là-bas à Haïti, par exemple, 50 000 personnes pour l'eau potable quotidienne grâce à l'intervention de l'aide d'urgence suisse. Mais il faut aussi prévenir les catastrophes, il faut aussi reconstruire, réconcilier et il faut défendre les victimes de crises et de conflits.
L'aide humanitaire suisse, elle doit être présente sur place. Elle est présente sur place par des équipes d'intervention d'urgence et par la chaîne suisse de sauvetage. Mais elle est aussi active en lien avec les agences de l'ONU, le Programme alimentaire mondial en particulier, et puis le CICR. Concernant le crédit cadre pour la coopération technique, là, c'est donc la part du lion en termes financiers, puisque c'est plus de 60% de l'ensemble des montants dont on a parlé. Je voulais rappeler, à l'intérieur de ces 7 milliards de francs pour 4 ans de crédit cadre, 60% à peu près est réservé à, oui, 60% même complètement, est réservé à l'aide bilatérale et 40% à l'aide multilatérale. Vous voyez les domaines, c'est évidemment santé, eau, mais aussi éducation, qui est particulièrement important, agriculture et développement rural, parce qu'on sait que dans ces pays pauvres, les problèmes sont très élevés en milieu urbain également, mais il s'agit aussi de faire en sorte que le développement rural permette d'éviter que les problèmes urbains soient encore plus importants. Le secteur privé, la réforme de l'État, les changements climatiques, les migrations. Les problèmes de migration ont fait l'objet de discussions au Conseil fédéral. Nous cherchons à trouver la meilleure coopération possible entre les départements concernés, en particulier en agissant en faveur des partenariats stratégiques liés à la migration qui concernent essentiellement toutes les actions qui font qu'au fond on résout les problèmes, où on essaye d'en résoudre un maximum à la source et pas après, trop tardivement, avec les migrations non voulues, notamment jusqu'ici en Suisse. Et c'est pourquoi là aussi on voit l'intérêt, et non seulement la promotion de valeur, mais aussi l'intérêt direct du pays dans ce genre d'action. Rapidement encore, vous signaler que nous avons confirmé des priorités de pays concernés. Ce sont les pays particulièrement pauvres, tout d'abord, mais relativement stables. C'est la première catégorie, il y en a une dizaine, la moitié en Afrique, l'autre moitié sur l'Asie et l'Amérique latine. Et puis, il faut repasser encore en arrière, là, vous avez été un peu vite. La deuxième catégorie, c'est important, c'est précisément cet élément de nouvelle priorité que j'ai dit tout à l'heure, qui sont les pays aussi en difficulté mais fragiles, donc relativement peu stables, et dans lesquels nous cherchons à faire cette intégration particulièrement des différentes aides. Et puis, nous avons, alors maintenant on peut passer à la suivante, nous avons les programmes globaux dont j'ai déjà parlé, et j'aimerais ici insister sur la volonté du Conseil fédéral d'intégrer les départements concernés, si c'est évidemment le DFJP pour les aspects migration, le DTEC pour tout ce qui concerne l'environnement, en particulier au sens large, dans le cadre de cette coopération et de cette action de la Confédération. Et puis la coopération multilatérale, simplement vous dire ici que là aussi il y a une concentration claire avec 13 organisations prioritaires qui ont été choisies selon des critères qui sont liés aux forces de la Suisse. Enfin, nous estimons que nous devons être plus actifs là où nous avons le plus d'influence et où nous pouvons le mieux jouer les forces de la Suisse en termes, par exemple, de droits de l'homme, en termes d'actions sur la santé ou d'actions qui réduisent réellement la pauvreté. Nous avons donc fait ce choix et pour les 40% de coopération technique qui sont consacrés à la coopération multilatérale, nous avons donc choisi 13 organisations internationales qui sont concernées par l'aide de la Suisse. Voilà, maintenant je propose que M. Schneiderman poursuive avec l'aide économique et aussi l'aide aux pays de l'Est. Besten Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren. Sie haben es eben gehört. Es ist das erste Mal, dass 4 Rahmenkredite gleichzeitig vom Bundesrat ans Parlament verabschiedet wurden. Wir schaffen auf diesem Wege Transparenz. Wir geben den Gesamtüberblick. Und Kollege Burkhalter hat es eben auch gesagt, es geht um Zusammenarbeit, es geht darum, dass wir am gleichen Strick ziehen. Das ist unsere Ambition und unsere Absicht. Ich stelle Ihnen die wichtigsten Elemente der internationalen Zusammenarbeit aus Sicht des EVD dar. Und wenn es ums EVD geht, ums SECO geht, dann geht es natürlich um die wirtschafts- und handelspolitischen Maßnahmen. Werfen Sie kurz einen Blick auf die Liste der Schwerpunktländer des SECO. Es sind dies in Afrika Ägypten, neu auch Tunesien, ein wichtiges neues Fokusland. Es sind Südafrika, es ist Ghana. Darauf komme ich gleich noch kurz zurück. Es sind dann in Asien, Indonesien, Vietnam und in Südamerika Peru und Kolumbien. Es handelt sich
im SECO-Kontext, im Handelskontext um sogenannte Middle-Income-Countries. Das sind Länder, die gute Wachstumsperspektiven bieten, die regional eine gewisse Bedeutung haben und die gleichzeitig aber immer noch mit großen Defiziten in der Armutsbekämpfung kämpfen. Und dann ist das SECO weiterhin auch in der Osthilfe tätig, vor allem im Westbalkan, im Südkaukasus und in Zentralasien. Die Folie zeigt Ihnen die Länder. Der entsprechende Rahmenkredit wird sowohl von der DEZA wie vom SECO gemeinsam umgesetzt. Während das SECO im Süden in den kommenden 4 Jahren fast 1,3 Milliarden Schweizer Franken einsetzen wird, werden wir im Osten 375 Millionen Franken einsetzen. Das heißt, dass auch das EVD seinen Beitrag zum Oberziel der internationalen Zusammenarbeit leistet, nämlich es geht um die Verminderung der Armut und es geht um die Verminderung der globalen Risiken. Letztlich geht es darum, den Partnern Unterstützung zu bieten, damit sie nachhaltiges wirtschaftliches Wachstum selber erreichen, dass breitere Bevölkerungsschichten zu Arbeit und Arbeitsplätzen kommen. Das Wachstum soll vermehrt werden mit sozialen und ökologischen Maßnahmen vorangetrieben werden. Die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit ist ein Schlüsselfaktor, um das Wirtschaftswachstum in diesen Ländern zu befördern. Nur wenn die Wettbewerbsfähigkeit gesteigert werden kann, sind diese Länder im globalen Markt mehr und mehr auch in der Lage, sich zu behaupten und sich an den Handelsströmen zu beteiligen. Und das ist mit unseren Aktivitäten erstrangige Zielsetzung. Die globale Vernetzung ermöglicht diesen Partnerstaaten auch mit der Schweiz und mit schweizerischen Unternehmungen in Kontakt zu kommen und Handelsbeziehungen aufzubauen. Die Ausrichtung der wirtschafts- und handelspolitischen Maßnahmen bewegt sich bei uns in unseren Kernkompetenzen, in den Kernkompetenzen des SECO. Und die internationale Zusammenarbeit, die konzentriert sich auf 5 Themenschwerpunkte, nämlich auf die Stärkung der Wirtschafts- und Finanzpolitik in den Ländern, zweitens auf den Ausbau städtischer Infrastrukturen und Versorgungsinfrastrukturen. Dann geht es um die Unterstützung im Privatsektor und um die Förderung des Unternehmertums. Es geht um den nachhaltigen Handel, ich habe das schon erwähnt, und es geht dann natürlich auch um ein klimafreundliches Wachstum. Lassen Sie mich 2 dieser 5 Themenschwerpunkte ganz kurz antippen. Der erste, nämlich die globale Finanz- und Schuldenkrise, die auch die ärmsten Länder erreicht hat. Da geht es darum, dass es ist zentral, dass wir den Regierungen dieser Länder helfen, dass sie ihren Finanzhaushalt bestmöglich unter Kontrolle behalten können. Das SECO hat in den letzten Jahren zur Stärkung der öffentlichen Finanzen in den Ländern und damit zur Stabilität maßgeblich beigetragen. Beispielsweise in Ghana hat das SECO ein Projekt vorangetrieben, das mithalf, dass das ghanesische nationale Steuersystem reformiert werden konnte und damit die lokalen Einnahmen substanziell erhöht wurden. Ein zweiter Punkt rund um die Infrastrukturaktivitäten. Es ist ein zentraler Faktor, mitzuhelfen, die Infrastrukturen zu verbessern. Das ist die Grundlage, um die Wettbewerbsfähigkeit zu verstärken. Und unsere Aktivitäten, die werden ganz spezifisch auf Städte ausgerichtet. Im Vordergrund stehen nicht Megastädte des Südens, sondern es stehen vor allem regionale Zentren im Fokus, also mittelgroße Städte. Und es geht darum, dass man über die Förderung dieser mittelgroßen Städte regionale, diversifizierte Wirtschaftsräume aufbauen hilft. Daraus ergeben sich dann zusätzliche Investitionen und damit Arbeitsplätze in diesen Wachstumszentren und die urbane Planung sowie die Verbesserung der lokalen Infrastruktur in den Sektoren Wasser, Abwasser,
Energieversorgung und Abfallmanagement erhalten mehr Gewicht. Das SECO wertet seine Programme laufend aus. Wir schicken also nicht nur Geld und wir schicken nicht nur Fachleute und wir wickeln nicht nur ein Projekt in der Einstiegsphase ab, sondern wir bleiben den Projekten auf den Fersen. Wir wollen wissen, was die Resultate unserer Programme wirklich sind. Für uns wie das SEDA und natürlich auch für unsere Partnerländer ist es zentral zu erfahren, wie sich die Programme auswirken und welche Ansätze von Programmen erfolgreich sind. Es sind nicht alle Programme erfolgreich. Und deshalb ist es wichtig zu erkennen, wieso und wo, mit welchen Mitteln man erfolgreich wird, um dann natürlich mit diesem Wissen und Können ein nächstes Programm anzuschieben. Im Hinblick auf die Debatte der neuen Botschaft im Parlament hat das SECO einen umfassenden Bericht, einen lesbaren, einen leicht lesbaren Rechenschaftsbericht erstellt. Hier drin ist nachgewiesen, was in der Periode 2006-2011 erwirkt werden konnte. Es ist hier drin auch in aller Transparenz nicht nur das Erfolgreiche und Gute geschildert, sondern auch da und dort, wo wir uns vielleicht nicht so weit bewegen konnten, wie wir das gerne getan hätten. Kollege Burkhalter hat es erwähnt. Wichtig für die Schweiz ist auch, dass wir neben dem bilateralen Engagement vor allem auch unsere Aktivitäten in der Multilateralität weiterentwickeln. Und mit dem neuen Rahmenkredit werden an 13 internationale Organisationen Kernbeiträge von insgesamt 2,7 Milliarden Franken geleistet. Dazu zählen vor allem die Weltbank und die regionalen Entwicklungsbanken, die ca. 70% dieser 2,7 Milliarden Franken bekommen. Es kommen dann dazu Unterorganisationen der UNO, zum Beispiel die UNESCO, aber auch das Entwicklungshilfeprogramm der Vereinten Nationen, die UNDP. Als Gouverneur der Weltbank habe ich mich in den letzten 15 Monaten immer wieder überzeugen können, dass diese multilateralen Institutionen ihre Bedeutung haben, ihre Wirkung haben, ihre komparativen Vorteile haben. Und komparative Vorteile sind zum Beispiel ihre Größe, ihr Gewicht, denn das erlaubt ihnen, dass sie direkt mit den Regierungen auf oberster Ebene in Kontakt kommen und auf diesem Wege mithelfen können, gewisse Projekte anzuschieben, gewisse Projekte voranzutreiben. Ein weiterer komparativer Vorteil ist, dass das umfassende Wissen, das in diesen Organisationen steckt. Es sind also nicht nur große Moloche, sondern es sind hochkompetitive Organisationen. Mich hat sehr überzeugt, wie ich sehen konnte, was diese Institutionen bewirken können. Mit aller Vorsicht, ich habe es schon einmal gesagt, es gibt nicht nur die guten, erfolgreichen Projekte a priori, sondern es gibt auch mühselige Wege, die Hindernisse überwinden müssen, überwinden können, vielleicht nicht immer und überall. Für die Schweizer Außenpolitik und für unsere Außenwirtschaftspolitik ist die Kooperation mit diesen multilateralen Organisationen äußerst wichtig und wir werden deshalb auch weiterhin in den Leitungsorganen dieser Institutionen mitwirken wollen und so mit dafür sorgen, dass die eingesetzten Mittel möglichst effizient benutzt werden. Letzte Bemerkung. Das Parlament hat vor einem Jahr zur Erhöhung der Zusatzkredite zur Erhöhung der Entwicklungszusammenarbeit verabschiedet. Vor einem Jahr wurde festgelegt, dass bis ins Jahr 2015 die Quote auf 0,5% unseres Bruttonationaleinkommens gesteigert werden soll. Das war ein klares Bekenntnis, dass wir auch künftig unsere außenpolitische Verantwortung wahrnehmen wollen
und dass wir auch künftig als solidarische Partner in der Weltgemeinschaft uns stellen wollen. Ich bin überzeugt, dass wir mit der neuen Botschaft 2013-2016 den Erwartungen und den Ansprüchen unseres Parlaments gerecht werden und damit natürlich auch den Erwartungen und Ansprüchen unserer Bevölkerung. Ich freue mich auf die Diskussion mit dem Parlament und ich freue mich jetzt auch auf die Diskussion mit Ihnen. Merci, Messieurs les conseillers fédéraux. Nous passons directement à vos questions. Qui puis-je donner la parole en premier? Oui, Madame Walser. Der Nationalrat hat sich ja dafür ausgesprochen, die Entwicklungshilfe strikt an die Kooperation im Asylbereich zu koppeln. Was halten Sie von dieser Forderung und was würde das bedeuten, wenn auch der Ständerat dieser Motion zustimmt? Was würde sich ändern in der Entwicklungshilfe in den nächsten Jahren? Also die Frage hier ist nicht nur die Motion der Nerechete, aber wirklich die Sache. Also es geht darum, zu schauen, ob die strenge Konditionalität, die strenge Verknüpfung positiv ist oder nicht, also langfristig. Wir sind der Meinung, der Bundesrat, und da haben wir es immer gesagt und bleiben wir dieser Meinung, dass eine echte Partnerschaft sehr wichtig ist, dass man wirklich mit verschiedenen Ländern, wo man diese Entwicklungshandlung haben und gleichzeitig Probleme mit der Migration diskutieren, dass wir beides zusammen diskutieren sollen, ohne strenge Konditionalität. Und wir werden zeigen und sagen immer, dass es da ein Problem wäre, wenn man wirklich in Richtung einer strengen Konditionalität gehen würde. Das wäre am Schluss, würden wir das Ziel nicht erreichen, sicher nicht. Und erreichen wir das Ziel viel besser mit einer Diskussion, die offen ist, wo man zusammen die Probleme nimmt, aber mit einer Konditionalität noch einmal, die nicht streng ist. Man muss auch verstehen, also zum Beispiel nehmen wir Tunesien, das hat man in den letzten Wochen ziemlich viel diskutiert. Wir haben Probleme in der Schweiz, aber wenn man mit Tunesien diskutiert, dann sieht man zwei Sachen. Erstens sind die Behörden und die Verwaltungsleute offen für eine Diskussion, wo man wirklich Fortschritte machen kann für beide Länder. Aber auf der anderen Seite haben sie dort eine Situation, die man auch verstehen soll. Es hat doch mehr als 1 Million Leute, die in Tunesien gekommen sind in den letzten Monaten oder 1-2 Jahren. Und es war wirklich eine Situation, die ganz schwierig war. Darum müssen wir mit diesen Ländern gut diskutieren können und offen mit den Behörden die Probleme zusammen diskutieren, aber ohne strenge Konditionalität. Also das ist die Meinung des Bundesrates. Wenn das Parlament etwas anderes entscheidet, dann haben wir eine andere Situation. Wir werden dann das Parlament, die Entscheidung des Parlaments respektieren, aber wir werden bis zu dieser Entscheidung ganz klar sagen, was die Folgen sein könnten und was die praktische Verbesserung, wie die praktischen Verbesserungen am besten erreicht werden können. Prochaine question. À qui puis-je donner la parole? À personne. Donc je vous remercie. Ah si, Madame Gouma. J'en profite. Monsieur Schneiderman, vous avez parlé d'un rapport qui évaluait les projets de 2006-2012. Je voulais savoir si du côté de la DDC, il existait un tel rapport et si, dans les évaluations, finalement, il y avait des moyens de comparer le travail qui était fait d'un côté par le SECO et de l'autre par le TETSA. Donc, M. Deinden va pouvoir vous expliquer. En effet, il existe des rapports. Alors, des rapports, ça ne manque pas. Hein. Je profite, puisque vous profitez, je profite aussi, de vous dire que je pense qu'il faut faire des évaluations, mais qu'il ne faut pas exagérer. Donc, il faut qu'il y ait de l'argent pour l'évaluation, mais il faut qu'il y ait surtout de l'argent pour les pauvres. Et dans ce sens-là, il faut vraiment faire des évaluations qui permettent de voir en effet quels sont les éléments essentiels qui doivent être améliorés, mais il ne faut pas exagérer avec les rapports et les évaluations. Le but de cette aide, c'est non pas de faire des rapports, mais c'est de réduire la pauvreté. Et s'il faut faire des économies, il faudra faire des évaluations à moindre frais et continuer d'aider ceux qui en ont vraiment besoin de la même manière. Ça, c'est mon avis. Ça, c'est pour le principe. Maintenant, bien sûr qu'il y a des rapports, et M. Deinden est à votre disposition pendant 3 semaines maintenant pour vous lire les rapports qui existent sur ce sujet.
Ja, besten Dank. Also gelesen habe ich es ja selber schon. Nein, ich wollte Sie nur darauf hinweisen, dass Sie in Ihren Unterlagen ebenfalls einen Bericht haben, der illustriert, was wir die letzten 5 Jahre gemacht haben. Und zusätzlich gibt es einerseits eine ganze Reihe größerer Evaluationen, die wir auch schon mit dem SECO zusammen gemacht haben, aus dem Bereich Wasser, ländliche Entwicklungen und natürlich viele auch entsprechende Berichte zu einzelnen Projekten und einzelnen Programmen. Das nur als kleine Ergänzung. Y a-t-il d'autres questions? Cette fois, ça n'est plus le cas, donc je clôt ici cette conférence de presse. Je vous propose de passer aux interviews bilatérales. On peut commencer avec M. Burkhalter à l'extérieur et avec M. Schneiderhamann ici à l'intérieur pour les questions radio, et puis ensuite vous retrouvez à l'extérieur tous pour les interviews télévision, s'il y en a. Je vous laisse vous adresser à M. Crevoisier et Christen. Merci, bon après-midi à tous.